Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas, façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. Bonjour Clémence. Bonjour Erika. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Oui, très bien. Je suis ravie de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler du lien entre les émotions et le système digestif. Est-ce que tu veux bien te présenter et faire un peu le lien avec justement ce sujet qui est énormément en lien avec les émotions et tu vas nous expliquer pourquoi. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici sur ton podcast, Erika. Donc, je suis Clémence, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs. Et effectivement, aujourd'hui, on va parler du rapport émotion et intestin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on parle beaucoup, de plus en plus et depuis des années, de l'impact qu'a notre intestin sur notre corps et notamment sur notre cerveau. Et on parle beaucoup de deuxième cerveau pour parler de l'intestin. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a un lien très étroit entre notre cerveau et notre tube digestif, notamment par tout ce qui est nerveux. On a des milliards de neurones dans le cerveau, on a quand même des millions de neurones au niveau digestif. Et on a un lien très étroit entre le tube digestif et le système nerveux. Et déjà, juste pour reprendre la base, une émotion, c'est quoi ? Une émotion, ça va être une réaction physiologique et aussi, elle peut être cognitive et comportementale suite à un événement qui va être soit extérieur et souvent intérieur, donc en réaction à nos pensées. Et en sachant aussi que comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, on peut vraiment avoir des émotions en lien à des pensées, à des souvenirs ou même à des projections par rapport au futur. Donc voilà, le cerveau il fait pas du tout la différence par rapport à ça. Et finalement, les recherches actuelles sur le tube digestif montrent que notre intestin a un impact sur le fonctionnement du cerveau. Donc après, grâce on va dire au lien, donc au lien intestin-cerveau grâce au système nerveux, mais aussi avec ce qui est sécrété dans le sang, émis dans le sang, donc tout ce qui est hormones, tout ce qui est petites molécules et tout, qui partent du tube digestif jusqu'au cerveau. Donc finalement, en fait, on a un lien qui va dans les deux directions, cerveau-intestin. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien aussi avec les émotions et que tout ne part pas du cerveau et voilà. Donc pourquoi ça agit aussi au niveau des émotions ? Parce que faut bien avoir en tête que finalement une émotion, donc comme j'ai dit, ça va venir créer une réaction dans le corps et cette réaction-là, elle met en jeu des hormones. Elle met en jeu, ça peut être de la dopamine, de la sérotonine, enfin différentes hormones. Et ces hormones, pour être bien sécrétées, elles doivent avoir en fait les bases, toutes les briques, on va dire, par exemple les protéines. Donc on parle beaucoup du tryptophane, on parle beaucoup de la tyrosine, et ça c'est grâce finalement à l'intestin, à avoir une bonne absorption au niveau intestinal, à avoir une bonne flore digestive qui fait que lorsque tout est équilibré, le corps va pouvoir bien absorber ça passe dans le sang et ça va jusqu'au cerveau. On dit aussi qu'il y a 90% de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur, qui est sécrétée au niveau intestinal. Alors là après, en fait, lorsqu'elle est sécrétée au niveau intestinal, c'est pour rester au niveau intestinal. En fait, tout ce qui est hormones, ça passe pas au niveau du cerveau directement. Il faut avoir des petites briques, comme j'ai dit. Mais en fait, ce qui compte, c'est d'avoir un intestin en bonne santé pour que tous les nutriments puissent passer dans le sang et ensuite aller au cerveau et ensuite avoir un meilleur environnement et avoir tous les bons nutriments, toutes les petites briques pour que le cerveau puisse vraiment bien sécréter, bien produire et sécréter les hormones et les neurotransmetteurs pour qu'ensuite on ait une meilleure réaction par rapport par rapport à ce qui nous arrive et avoir une meilleure gestion émotionnelle, quoi. D'accord. Alors, ces petites briques,
Est-ce que tu peux schématiser un peu parce que il y a beaucoup d'infos, je Ouais, t'avoue. ouais. Alors, en gros, ce que j'ai compris, c'est que ce qui est dans les intestins, comme la sérotonine, etc., Oui, c'est pas transmis directement au cerveau. Il manque des c'est ça. choses. C'est ça? C'est ça. En fait, ça reste au niveau, ça a une action au niveau intestinal. La sérotonine qu'il y a dans l'intestin et qu'il y a dans le cerveau, c'est la même molécule. Mais en fait, elle va avoir des actions différentes. Mais si tu veux, la sérotonine qu'il y a au niveau de l'intestin, ça contribue au bon fonctionnement intestinal. Voilà. Mhm. Et celle qu'on a au niveau du cerveau, c'est plus une action pour notre bien-être. Ça contribue à notre bien-être. D'accord. Et le lien en fait à faire entre l'intestin et le cerveau, c'est que finalement, donc déjà un intestin qui fonctionne bien, qui est équilibré et tout ça, va permettre d'avoir une meilleure absorption lorsque tu manges. C'est vraiment pour, en fait, c'est là où on récupère finalement les briques parce que le corps il est quand même dépendant de ce qu'on mange pour avoir en fait les petites briques, donc les acides aminés qui viennent composer ensuite les hormones. Donc, il faut qu'il soit bien équilibré, qu'on ait une flore intestinale, nos bactéries qui sont au niveau de l'intestin qui soient équilibrées pour que tout ça puisse passer en fait dans le sang et aller jusqu'au cerveau pour ensuite ça passe la barrière donc hémato-encéphalique, donc la barrière qu'il y a entre notre corps, tout le sang et notre cerveau. Et ensuite, ça vient construire tout ce qui est hormones. Le fait d'avoir un corps en bonne santé, ça permet d'avoir quand même une meilleure gestion des émotions et de pas se laisser parce que imaginons que je sais pas, on a une personne qui est dépressive ou qui a des troubles, enfin qui a une santé mentale, on va dire qui est pas au top. Mais en fait, ça montre aussi qu'au niveau intestinal, il y a des problèmes. Et en fait, la recherche montre que vraiment plus ça va, plus il y a des liens étroits entre notre cerveau et notre intestin qui sont mis, enfin on va dire qui sont découverts. Donc vraiment la santé mentale, on voit qu'elle est hyper liée à notre santé intestinale. Et lorsque tu as un déséquilibre au niveau intestinal, tu as plus de risques d'avoir des problèmes entre la dépression, puis après d'autres problèmes et tout. Mais voilà, ça montre qu'au niveau de la gestion de l'humeur, c'est plus compliqué. D'accord. En fait, faut juste se dire que finalement, ce qu'on mange et aussi comment est notre intestin, enfin l'état de notre intestin, va avoir un impact sur notre cerveau, vraiment, parce qu'en fait, c'est juste que, si tu veux, ce qu'on mange doit être transformé au niveau intestinal. Si on a un intestin qui est pas à même de découper les aliments pour avoir ces petites briques pour que ça passe ensuite, donc c'est-à-dire aussi avoir une barrière intestinale qui soit en bonne Mhm. santé, quoi, pour que ça passe, en fait, c'est compliqué parce que soit, imaginons que t'as une dysbiose, donc que tu as un problème au niveau de la flore intestinale, le corps, il sera pas à même en fait, tu auras une mauvaise absorption des nutriments. Donc du coup, tu auras tout le reste qui va au niveau hormonal et tout ça, ça va être compliqué pour le corps de produire ça. Donc tu seras de base sûrement plus triste ou tu seras dans un état, on va dire, qui sera pas super stable, tu vois. Enfin, et Mhm. ça contribue vraiment. Et juste pour un peu avoir un exemple, par exemple, on parle beaucoup de la candidose, où là, en fait, tu as vraiment une levure qui vient proliférer au niveau de ton microbiote. Et un des gros symptômes, c'est le brouillard mental, tu vois. C'est vraiment, bon, après, il y a plein de symptômes, hein, c'est tout un, voilà. Vraiment, t'as un lien entre le cerveau et le tube Et bien digestif. justement, quels sont les symptômes d'un intestin pas en forme, pas en bonne santé? Il y en a beaucoup, beaucoup. Bon, déjà, en fait, c'est tous les maux digestifs que tu vas avoir. Donc, les ballonnements, les reflux, les douleurs, les troubles du transit, euh, il y a plein, les gaz, enfin, bon, il y a plein de choses au niveau intestinal. Mais aussi, tu peux avoir, par exemple, pour la candidose, tu vas avoir des envies de sucre, tu vas avoir, alors, pas une dépression, mais en tout cas, tu vas avoir une humeur vraiment compliquée, enfin, tu auras du mal à être joyeuse. Tu auras du mal à vraiment, voilà, tu auras plutôt un brouillard mental. Ça peut être des compulsions alimentaires, euh, beaucoup de fatigue aussi, un Mhm. manque d'énergie. Donc après, c'est vraiment avoir comment dire, vraiment échanger avec la personne et voir un peu le tableau qu'il y a pour comprendre ce qui se passe. Mais voilà, il y a des signes qui sont spécifiques au tube digestif et des signes plus larges, plus généraux Mhm. dans le corps, quoi. Donc après, Et c'est il y a plus des tests à faire? alors oui, déjà avec des questionnaires, ça permet des questionnaires, il y a vraiment beaucoup d'items à remplir, ça permet d'avoir des grandes directions, tu vois, des grandes lignes. Et après, au niveau, alors il y a beaucoup de tests qui existent maintenant, même pour le microbiote, tu vois, pour voir la composition de ton microbiote, voir si c'est équilibré ou pas. Ils se dévalent pas tous, et il y en a qui sont en fait, comme c'est récent tout ça, il y a des tests qui valent cher et forcément pour des résultats qui sont pas ouf. Mhm. Euh, enfin, par exemple, il y a le MOO qui s'appelle, donc c'est métabolite. Enfin, c'est au niveau urinaire, donc c'est vraiment pour voir
La composition, c'est pas trop mal, c'est intéressant. Et après, ce qui est bien aussi, c'est de voir le fonctionnement du microbiote. Donc, c'est tout ce qui est en fait acide gras, tout ce qui est sécrété par le microbiote. Grâce à ça, en faisant soit des tests sanguins ou urinaires, là, on peut voir ce qui se passe. C'est un peu plus sensible et spécifique que juste faire un test dans les selles, par exemple, des choses comme ça, au fait où c'est le résultat, il est pas ouf, quoi. Enfin, c'est pas trop utile, quoi. D'accord. Et pour en revenir aux émotions, du coup, comment tu peux savoir si ton moral ou ton état général est lié à ça ou si c'est que tu as une dépression qui est liée à autre chose ou un mal-être lié à autre chose? Alors, en fait, déjà, si de base, t'as pas du tout de signes digestifs liés à un état un peu morose ou dépressif ou des choses qui te gênent vraiment dans ta vie, bah, il y a quand même peu de chances que ce soit lié au tube digestif. Faut quand même qu'il y ait des symptômes au niveau digestif pour dire, ok, là, il se passe un truc. Après, quand même, de base, le tube digestif, c'est quand même un des piliers de notre bonne santé. Donc, faut un peu toujours partir de là. Donc, bien vérifier, même si finalement il n'y a pas de symptômes, vérifier que tout va bien. Voilà, et après, on peut aller voir ailleurs. Mais je dirais quand même voir si les signes sont présents. Et après, aussi attention, parce qu'il y a des personnes qui trouvent normal d'avoir des ballonnements, enfin, en tout cas, qui sont habitués à avoir ça et qui considèrent pas ça comme des problèmes. Ils disent, bon, ok, en fait, il y a tout le monde qui a ça, donc voilà. Donc après, il faut bien creuser quand même pour être sûr que la personne n'a rien au niveau digestif. Mais voilà, c'est vraiment, on va dire, la présence de symptômes qui permet de dire, ok, là, il se passe un truc au niveau digestif qui peut avoir un impact sur le corps, quoi. Et ouais, par rapport aux émotions et tout, ça peut être lié comme ça, ouais. C'était déjà arrivé en consultation, justement, de faire ce lien? Oui. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que lorsqu'on travaille au niveau digestif, on a vraiment un impact sur tout le corps. Et c'est vrai que j'ai des clientes, bon, j'accompagne plutôt des femmes, donc des clientes qui finalement, dans le suivi, vont me dire que c'est ça, en fait, elles y voient plus clair au niveau donc de la tête, quoi, au niveau des pensées. Et aussi au niveau de l'humeur. Alors j'ai jamais eu de personnes dépressives, hein, qui avaient une dépression, mais en tout cas qui peuvent avoir quand même des petits, on va dire, troubles de l'humeur, ou en fait aussi qui ont du mal à gérer leurs émotions et leur stress, et c'est souvent lié, parce que en fait la mauvaise gestion du stress est aussi liée donc aux hormones et aussi surtout au système nerveux, donc les deux sont souvent très liés. Et en fait les personnes, elles me parlent plus souvent de leurs problèmes de gestion du stress, et c'est là qu'on a vraiment qu'on voit une amélioration, si tu veux. C'est vrai que les émotions, en fait les personnes, elles sont pas habituées, on va dire, à les gérer. On est plus habitué un peu à les taire et tout ça, donc c'est pas ce qui ressort en consultation directement, quoi. Mais en travaillant sur même le stress et tout, après ça agit au niveau de l'humeur de manière globale. Bon, après, les taire et les gérer, c'est pas pareil, hein. J'insiste dessus quand même. Mais plutôt à les taire, oui. Ouais. Ou à les occulter. C'est ça, ouais. Et donc, imaginons que tu l'expliques à un enfant de 8 ans. Comment tu l'expliquerais, tout ça? Juste pour résumer un peu. Ouais, une bonne je te fais un piège, là. C'est ça, merci, franchement. Non, mais c'est intéressant à faire. Ah ouais. Et en plus, c'est vrai que c'est un sujet quand même complexe, donc je dirais que donc on a notre cerveau qui apparemment contrôle tout ce qu'on fait, et plus bas, donc on a notre intestin qui, lui, à première vue, c'est vraiment pour gérer ce qu'on mange, voilà, pour éliminer ensuite. On se rend compte que finalement il y a un lien très fort entre le cerveau et l'intestin. Et notamment que finalement il n'y a pas que les messages, ils vont pas juste du cerveau au tube digestif, mais que voilà, ça monte aussi du tube digestif au cerveau. Et notamment, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, ce qu'on mange, ça va venir avoir un impact au niveau de notre cerveau. Donc c'est important d'avoir une bonne alimentation, et aussi de prendre soin de notre ventre, parce qu'il aura un impact au niveau de notre cerveau. Alors surtout au niveau, enfin, on va dire des émotions, de notre humeur globale, et après sur d'autres choses, hein, parce que voilà, il y a le stress aussi. Est-ce qu'il y a des aliments communs qui causent ces problèmes? Enfin, tu vois, des aliments particuliers qui causent ce genre de problème ou pas? Bon, j'imagine le sucre, hein. Ouais.
Alors toi, le sucre, il y a beaucoup de choses à dire sur le sucre, mais en fait, parce que le sucre, par exemple, des fruits, il est bien, tu vois. C'est pas, enfin voilà, c'est intéressant parce qu'il est entouré de fibres, de nutriments, de vitamines. Donc, ce qui va causer les problèmes digestifs, ça va être une alimentation vraiment, bon, c'est vraiment un classique, mais c'est le cas. Tout ce qui est produits transformés, tout ce qui est produit. En fait, vraiment, avoir une alimentation à majorité, donc produits alors, je sais pas, tout ce qui est fast-food, tout ce qui est produit qu'on peut acheter, enfin qui est déjà suremballé et tout dans les supermarchés, tout ça, tout ce qui est biscuits, tout ce qui est soda, enfin tout ce qui est transformé, on va dire ultra transformé, c'est pas top. Et vraiment le must, enfin le mieux pour l'intestin, enfin, pour notre corps quoi, c'est vraiment une alimentation comme on entend beaucoup, mais brute, de saison, les fruits et légumes de saison. Et ce qui est aussi hyper important, ce sont les protéines. Donc, manger assez de protéines. Faut vraiment faire attention à son apport donc avec des produits animaux ou des produits végétaux. Mais vraiment, ça, c'est hyper important aussi pour avoir une bonne santé au niveau de la paroi intestinale, mais aussi d'avoir les briques, les fameuses briques pour faire tout ce qui est hormones, neurotransmetteurs et tout ça. S'il en manque, après, c'est compliqué pour le corps. Parce que le corps, il peut pas produire ça tout seul. Il faut qu'il ait un apport externe, en fait. Ouais. Donc, c'est important d'avoir une alimentation équilibrée par rapport à ça. Donc, on va dire simple et enfin, c'est vraiment, on dit, en fait, c'est cuisiner plus et moins désemballé. En fait, c'est vraiment avoir les produits les plus natures, les plus bruts. Bon, après, ça, on va dire aussi, c'est le 80-20. Donc, pas vouloir avoir une alimentation parfaite. Ça, on peut manger des choses de temps en temps, transformées, mais c'est vraiment avoir une grande majorité de produits bruts, de produits qui sont très nutritifs en fait pour le corps. Après, j'ai une image peut-être fausse, mais des gens qui en général vont voir un naturopathe, c'est qu'ils font déjà très attention à leur alimentation, non? Je sais pas, je me trompe peut-être. Hein. C'est le moment de déconstruire des croyances. En fait, c'est drôle parce que lorsqu'on demande à une personne comment elle mange, souvent, alors moi je travaille aussi en magasin bio, donc je vois quand même beaucoup de personnes dans le magasin bio et en consultation. Les personnes pensent qu'elles mangent bien, qu'elles mangent équilibré. Mais finalement, c'est vrai en fait, il y a tellement de fausses croyances sur l'alimentation que souvent elles sont perdues quand même. Elles me disent je sais plus quoi manger, enfin voilà, il y a aussi ce côté-là. Mais sinon, finalement, elles mangent alors on va dire qu'elles mangent quand même dans les grandes lignes, elles mangent bien, mais il y a quand même des choses à rectifier. Et en fait, comme je te dis, par exemple les protéines, souvent, en fait, elles mangent plus de protéines, les personnes, enfin genre de viande, parce qu'elles ont peur de la viande, elles ont peur des œufs, même si le mythe il se déconstruit de plus en plus par rapport au c'est quoi le problème des œufs? Ah oui. Ouais, le cholestérol qui serait donné par les œufs. Bon, en fait, finalement, maintenant on dit non, c'est pas, voilà, c'est en fait les 3/4 du cholestérol, c'est notre corps qui le fabrique et on en a besoin. Après, on va pas, bon, c'est un autre sujet. Mais du coup, enfin voilà, c'est ça qu'il y a beaucoup de produits, enfin beaucoup même des aliments finalement basiques et bruts, les gens n'osent plus en manger. Donc ouais, c'est vraiment revenir aux bases et c'est ça en fait, leur montrer que finalement c'est simple de manger malgré tout ce qu'on entend. Faut juste revenir aux bases. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de croyances à déconstruire. Donc finalement, les personnes, elles sont un peu perdues aussi, quand même beaucoup, par rapport à leur alimentation. Donc après, elles sont ouvertes au sujet de l'alimentation, mais c'est ça. Elles s'y intéressent quand même. Quoi. Oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Mais elles cherchent à bien faire aussi, ouais. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour justement quelqu'un qui se demande qui fait peut-être grâce à ce podcast ou pas un lien entre ses émotions et sa flore intestinale, enfin en tout cas son système digestif. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? À part aller te voir. On va dire que c'est sûr que idéalement, lorsqu'on a des choses comme ça, c'est bien de se faire accompagner. Donc, et c'est vrai que le naturopathe, quand même, l'avantage, c'est d'avoir cette vision, on va dire, globale, de pas avoir juste la vision sur le symptôme. Et donc, c'est intéressant. Après, une des premières choses à faire, c'est vraiment, donc là, on vient de parler, mais c'est vraiment de revoir son alimentation et de voir vraiment si on a les nutriments qu'il faut. Donc, on parle des macronutriments, donc des glucides, donc le sucre, des lipides, le gras et des protéines. Donc voilà, c'est vraiment revoir ça. Enlever tout ce qui est grignotage, par exemple. Enlever un peu, revenir un peu aux bases. C'est vraiment avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie. Donc avoir une activité physique aussi à minima, parce que ça joue, ça autant même au niveau des émotions, c'est super. Ça aide beaucoup, mais aussi au niveau de l'intestin, c'est hyper important.
voir au niveau de la gestion du stress, parce que ça a quand même un gros impact sur le corps, mais notamment au niveau du tube digestif. Ça vient vraiment créer un déséquilibre, donc autant de l'estomac jusqu'en bas, jusqu'au côlon. Donc c'est vraiment important d'avoir quand même cette. Alors après, pour ça, on peut faire de la cohérence cardiaque. Enfin, il y a beaucoup d'exercices respiratoires. Après, attention, parce que si on a vécu quand même des gros traumatismes dans la vie, enfin ça c'est bien de là pour le coup d'être accompagné pour pouvoir aider au niveau du système nerveux à relâcher tout ça, mais voilà, c'est vraiment revoir les piliers de sa vie. Donc, et aussi j'ai envie de dire, parce qu'on parle quand même des émotions, mais voir dans sa vie, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on se sent aligné avec ce qu'on fait. Ça on en reparle quand même beaucoup, mais c'est tellement important pour finalement pour que le corps, parce que aussi les symptômes du corps, c'est un signal d'alarme, on peut dire, c'est le corps qui parle et qui dit qu'il y a des choses dans la vie globale qui vont pas bien, des choses à réajuster. Donc c'est aussi avoir un regard un peu externe par rapport à sa vie et voir, prendre un peu du recul et se dire, ok, est-ce que dans mon travail ça va, est-ce que avec ma famille, mes amis ça va et tout, et peut-être réajuster aussi des choses un peu plus globalement. Mais voilà, en gros, c'est vraiment revenir aux bases, comme je dis beaucoup, mais ouais, revoir les piliers de son hygiène de vie déjà de base. Et avec ça, franchement, on peut déjà avoir des belles améliorations au niveau de l'humeur et au niveau de son tube digestif. Et toi, en tant que naturopathe, tu t'occupes de tout ça ou justement que du digestif? Et non, en fait, justement, et c'est pour ça aussi que je crée un accompagnement pour avoir un suivi vraiment dans le temps avec les personnes, qui dure plusieurs mois, parce que aussi des fois les intestins ça met quand même un certain temps, alors plus ou moins rapidement selon le problème de base, mais vraiment non, ma vision des choses, c'est de prendre en charge la personne de sa globalité et aussi donc bien sûr aller soulager les symptômes digestifs et s'occuper de tout ça, et globalement donc déjà de faire ça a un impact très positif sur le corps, mais aussi en fait de venir travailler sur le reste pour que la personne soit, on va dire, plus alignée avec ce qu'elle vit et qu'elle soit mieux, parce que finalement en fait on peut vraiment être que à soigner, enfin à prendre en charge les symptômes digestifs, mais si la personne ne change rien autour, bah, en fait, le corps, il refera soit de nouveaux symptômes digestifs, soit d'autres symptômes. Mais le but, c'est que finalement, la personne, elle ressort de tout ça, qu'elle avance, en fait, dans sa vie et qu'elle se retrouve pas des mois après avec un autre gros truc qui la gêne, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est une vision plus globale, plus complète, on va dire, de la personne, ouais. C'est super important. Bah, c'est ce que devrait faire la médecine générale, enfin, prendre la personne dans sa globalité. C'est clair. Alors, j'entendais, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié, qu'au Japon, justement, ils payaient le médecin que quand ils étaient en bonne santé. Ouais, alors ça, c'est plus la médecine chinoise, donc ouais, ça doit être aussi au Japon. Effectivement, ouais, on va dire que la médecine orientale, elle est très, très ciblée sur la prévention. Nous, notre médecine occidentale, c'est beaucoup sur le curatif, en fait. On traite les symptômes une fois qu'ils sont là, une fois qu'il y a la maladie. Donc, c'est vrai que la médecine actuelle, enfin, moi, tu vois, j'ai fait 8 ans de médecine, et en fait, dans ces 8 années, j'ai dû avoir 2 heures de cours sur la prévention. Enfin, j'ai pas eu vraiment, c'était juste apprendre à soigner. Même les cours de nutrition, franchement, c'était un vieux, alors nous, c'est des collèges qu'on apprenait, donc un vieux bouquin qui datait de je sais pas quand, avec des idées dedans, mais tu dis, ok, en fait, il faudrait mettre à jour. Enfin bref, donc ouais, non, c'est compliqué. Après, c'est sûr qu'on apprend quand même, en médecine, on apprend les bases. Par exemple, une personne diabétique, ok, faut enlever le sucre, ok, machin, mais c'est vraiment basique, quoi, comme connaissance. Enfin, un médecin de base, il va avoir des informations très, voilà, terre à terre. Après, il devra, lui, aller comment dire, approfondir s'il a envie, s'il a le temps, s'il peut, etc., quoi. Et alors, toi, qu'est-ce que tu recommanderais au niveau des habitudes alimentaires, des suppléments, Alors, au niveau alimentaire, alors j'aime bien commencer par le comment on mange plutôt que, ce qu'on mange, voilà. C'est hyper important, le comment on mange, parce qu'en fait, on peut prendre un repas super équilibré. Si tu le prends en étant hyper stressé, hyper triste, hyper en colère, ton intestin, il va rien digérer. Ton estomac, il sera pas du tout, en fait, ton corps, il sera pas en mode on pour digérer, quoi. Il sera plutôt en mode à gérer là ce qui se passe dans ton corps et tout. Donc voilà. Donc, en fait, la base, c'est quand même comment on mange. Dans quel état tu es lorsque tu vas manger. Donc vraiment, le top, c'est d'être cool, relax, quoi. Donc en fait, se poser, s'asseoir, ça c'est hyper important parce que manger en étant debout et tout, le corps, il doit mettre son énergie dans les muscles, on va dire. Donc c'est compliqué pour lui de digérer en même temps. Donc s'asseoir, respirer. On peut prendre 2-3 respirations, voilà, abdominales, voilà, pour relâcher. Et ensuite, ce qui est important, c'est de mastiquer.
de vraiment prendre le temps. Et ça, c'est compliqué. Enfin, je sais que, enfin, en général, les gens, ils me regardent, ils me disent, ouais, non, enfin, bon, j'ai pas trop le temps. Et bon, c'est compliqué, c'est une habitude à prendre. Mais vraiment, il faut bien avoir en tête que l'estomac, donc, on a notre bouche, ensuite l'œsophage et l'estomac. L'estomac, il a pas de dents. Donc, plus vous allez lui simplifier la vie en mastiquant, et plus vous aurez une meilleure digestion. Plus ce sera facile, parce que là aussi, la salive contient aussi des enzymes. Donc, c'est des petits ciseaux qui viennent couper tout ça, là, de nos aliments. Donc, c'est important de bien mâcher, de bien prendre le temps. On dit qu'il faut prendre au moins 20 minutes pour manger, effectivement. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment s'asseoir, être zen le plus possible et prendre le temps de mastiquer. Ça, pour moi, c'est vraiment, voilà. Après, c'est sûr qu'il y a des contextes qui sont plus compliqués que d'autres. Mais au moins, si la personne peut... Moi, c'est plus au niveau de la respiration, parce que si tu veux, vraiment, ce qui compte, c'est que ton nerf vague soit activé. Donc, le nerf vague, c'est la partie nerveuse, donc qui est en lien entre ton tube digestif et ton cerveau, et c'est elle qui active, si tu veux, la digestion, et elle permet aussi d'être zen. Donc, c'est vraiment par la respiration qu'on peut activer ça. C'est vraiment là le plus facile. Il y a d'autres petites techniques, mais vraiment là, enfin, en plus, c'est gratuit la respiration, c'est tout qui est à portée de main, que tu peux faire directement. Donc, c'est vraiment, respirer, et au niveau abdominal, avoir bien son ventre qui se gonfle et se dégonfle, et pas rester au niveau thoracique, où là, en fait, c'est pas... Donc, ce serait vraiment, on va dire, la technique la plus simple et la plus facile à mettre en place n'importe quand, par rapport à ça. Mais après, c'est sûr que oui, j'ai bien conscience que des fois, c'est compliqué, et des fois, voilà, on ne peut pas manger dans le calme pour X ou Y raison. Mais au maximum, trouver quand même, se dire que le repas, c'est quand même un moment important. Donc, essayer de trouver un peu ce qui lui convient le mieux. Mais au moins, même si, on va dire, l'environnement, il est un peu agité, c'est vraiment, ne serait-ce que, c'est ça, respirer, prendre le temps de revenir à soi. Ouais. C'est déjà un bon début. Ah oui, oui, c'est très bien ça déjà. Voilà. Donc ça, c'est au niveau alimentaire. Et après, ce qu'on mange, donc, comme j'ai dit avant, donc c'est vraiment être sur une alimentation la plus brute possible. Donc avoir toujours à chaque repas des glucides, des protéines et des lipides, donc du sucre, des protéines et du gras. Alors c'est bien de toujours, parce que même au petit déjeuner, le problème c'est qu'il y a souvent trop de sucre, il n'y a pas assez de protéines. Donc on parle beaucoup des petits déjeuners salés. Maintenant c'est le truc vraiment qui est un peu à la mode. Donc ce qui est bien, c'est mieux ça que vraiment, on va dire, le petit déjeuner classique à la française, où c'est genre confiture, pain, beurre, jus d'orange, café. Voilà. Donc là, c'est ajouter. Alors des fois, par exemple, on parle beaucoup des œufs le matin. Alors les œufs, ça peut être compliqué lorsqu'on a surtout des problèmes digestifs à digérer. Donc ça peut être plus, alors selon si on mange de la viande ou pas, hein, mais du jambon ou du blanc de dinde. Après, il y a des protéines de chanvre aussi. Il y a le skyr, les produits laitiers qui sont bien protéinés. Donc après, à chacun de trouver un peu ce qui lui convient. Mais c'est vraiment avoir toujours en tête, c'est sa protéine, glucides, lipides. Donc après, on peut faire nos repas comme ça à partir de ça. Donc voilà, c'est avoir une alimentation brute. On va dire au niveau des aliments, ça va être, c'est vrai que les protéines animales, c'est quand même bien pour avoir le quota de protéines. Donc on va dire que pour avoir des protéines, si vous êtes végétarien ou végétalien, en fait les compléments de protéines en poudre, c'est super intéressant. Et même lorsqu'on mange des produits d'origine animale, ouais, c'est important. Les protéines en poudre, franchement, c'est super. Et c'est pas réservé qu'aux sportifs, quoi. Parce qu'on a un peu cette image-là, genre le shaker de protéines, c'est pour le sportif. Ouais. Mais en fait, faut quand même se rendre compte que au niveau de nos besoins en protéines, alors on est à minimum 1 gramme par kilo de poids. Donc pour une personne qui fait 50 kilos, ça va être 50 grammes. Mais finalement, dans 100 grammes de viande, la portion un peu classique, on a 20 grammes de protéines. Donc tu vois, il faut quand même manger beaucoup de viande. Enfin, c'est vrai que les personnes maintenant, elles mangent plus trop de viande. C'est vrai que c'est dur de trouver de la viande de qualité, et avec la souffrance animale et tout. Enfin, il y a plein de choses maintenant qui font qu'on mange plus. Les œufs, dans un œuf, il y a 6 grammes de protéines. Donc, tu vois, c'est pas énorme. Enfin, tu vois, il faut quand même avoir un certain apport. Donc, c'est vrai que les protéines en poudre, c'est super intéressant. D'accord. Et t'en as recommandé ou Ouais. Pour ceux que ça intéresse, dont moi. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a tellement de qualités différentes dans les protéines en poudre que c'est bien de savoir les bonnes protéines. La marque que j'aime bien, c'est la marque NutriPure, que tu trouves sur Internet. Et j'utilise, je recommande ces protéines-là, et je les utilise aussi. Il y a des protéines d'origine laitière, la whey, qui est intéressante pour les personnes qui mangent des produits animaux. Et après, on peut alterner avec les protéines végétales. Et en fait, ce qui est bien dans la protéine, c'est que c'est complet. Enfin, on a tous les acides aminés, donc les petites briques là dont on a besoin. Après, au niveau du goût, il y en a qui sont aromatisés et tout, mais c'est vrai que c'est vraiment c'est clean. Et c'est les seules que je connaisse et que je recommande parce que je sais qu'elles sont bien.
au niveau rapport qualité-prix, on est pas mal, franchement. Donc voilà. Et c'est hyper important. C'est vrai que, et même, on se rend compte que lorsqu'on mange plus de protéines, donc en ajoutant, par exemple, un shaker par jour ou tous les 2 jours selon ce qu'on va manger, quoi. Enfin, voilà. On voit même que au niveau de notre énergie, c'est pas pareil. Enfin, on a plus d'énergie, on a moins de compulsions sucrées aussi, parce que beaucoup de personnes ont envie de manger du sucre, surtout à 17h, 18h ou 20h, en lien aussi avec une carence en protéines. Donc voilà. D'accord, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est hyper important. Et pour finir, donc pour le gras, tout ce qui est lipides, bah, c'est important d'en avoir aussi à chaque repas. Faut pas avoir peur du gras en se disant que ça fait prendre du poids. Le corps, il a besoin de gras aussi. Donc tout ce qui est l'huile d'olive, on va dire, c'est un peu la base. Après, il y a l'huile de coco, même si bon, on dit au niveau environnemental, c'est pas top, mais on va dire pour la cuisson, c'est pas mal. Ou il y a le ghee aussi, le beurre clarifié pour la cuisson. Le beurre aussi en lui-même, le beurre cru, bon, ça c'est mieux cru que pasteurisé, le beurre. Et après, pour tout ce qui est compléments, bon là, il y a beaucoup de compléments. La base, vraiment, c'est d'avoir... parce qu'en fait, on est souvent carencé en magnésium. Donc ça, le magnésium, c'est un peu la base, on va dire, de la supplémentation, de faire des cures. Et ça, surtout si on a un tempérament stressé, si on a du mal avec le stress, si on sent, ou même des fois, on sent qu'en fait, au niveau du sommeil, on n'arrive plus, enfin, c'est compliqué, qu'on n'arrive plus à gérer même tout ce qui est, enfin, on est très irritable, tu vois, tout ce qui, la moindre chose, c'est compliqué à gérer, on n'arrive pas à redescendre au niveau du stress. Là, c'est hyper important de prendre du magnésium et du bon magnésium de qualité. Donc, on évite le magnésium marin. Le magnésium marin, c'est pas cher, mais en fait, le truc, c'est que 90% du magnésium, il est éliminé, on ne l'absorbe pas, donc finalement, c'est plutôt de l'argent mis à la poubelle si tu prends du magnésium marin. Ah, je pensais que c'était mieux, justement, tu vois. Non, et en fait, c'est ça qu'on en trouve beaucoup, hein. Dans les pharmacies, même dans les magasins bio, on en trouve beaucoup parce que c'est pas cher. Donc les gens, voilà, ils le prennent. Non, ça va être du magnésium. Alors tout ce qui est donc soit du bisglycinate, après c'est donc un peu compliqué, mais voilà, du malate, du citrate. Bon, après, voilà, c'est plus des choses comme ça qui sont vraiment mieux, qui sont très bien absorbées au niveau de notre intestin. Après, bon, la base c'est toujours quand même la vitamine D, donc la vitamine D, elle est importante pour nos os, mais pas que. En fait, c'est un peu comme une hormone finalement, la vitamine D, donc c'est important pour notre système immunitaire. En fait, il montre aussi qu'apparemment c'est important pour l'humeur. Bon, ça, c'est des choses qui sont, pareil, ils sont en train de faire des découvertes sur la vitamine D qui sont hyper intéressantes, mais la vitamine D, c'est hyper important. Voilà. Elle a vraiment une action globale, donc vraiment de base. En fait, on devrait se supplémenter de septembre à juin, enfin selon où on est, si on est plus ou moins ensoleillé, mais c'est vrai que souvent on est carencé. C'est bien aussi de faire un dosage une fois par an. Bon, c'est plus remboursé par la sécurité sociale, mis à part dans des cas très précis. Mais bon, bref, c'est bien de le faire de temps en temps, le dosage pour voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est la base. Après, les oméga 3 sont hyper importants. Donc là, c'est plus au niveau de la santé intestinale. Donc ça, on en trouve dans les aliments, mais on en trouve vraiment dans les aliments, dans les poissons gras, tu vois. Ouais. Donc les sardines, les maquereaux, le hareng, le saumon, c'est pareil. Bon, les personnes, le saumon, elles en mangent plus beaucoup parce que, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez pollué. Donc une fois par semaine, ça passe, mais voilà. Et hareng, maquereau, bon, il faudrait en manger 3 fois par semaine pour avoir les apports. C'est rare que, mais moi, j'avoue que je prends une complémentation parce que franchement, je mange pas 3 fois. Enfin, toi, c'est pas un truc qui revient, donc c'est important. Après, pour plus relier aux émotions, ce qui est pas mal. Après là, c'est quand même, je conseille d'être accompagné, en tout cas de demander conseil à un naturopathe ou à un pharmacien ou voilà pour prendre ça. Ça va être de prendre en fait de la griffonia. La griffonia, en fait, c'est une plante qui vient jouer au niveau de l'humeur. Elle est en fait un précurseur de la sérotonine, donc la fameuse hormone du bonheur. Donc là, c'est vraiment lorsqu'on est déprimé, parce que normalement une émotion c'est passager. Mais des fois, lorsqu'on garde des choses, enfin, lorsqu'on vit des choses compliquées et tout, finalement, l'humeur triste, morose et tout, bah, ça dure. Donc ça, c'est très bien, par exemple, pour aider. Ouais. Mais après, ça a quand même des contre-indications. Enfin, faut pas le prendre avec un traitement antidépresseur, par exemple. Enfin, voilà, faut quand même être accompagné pour ça. Ça se prend aussi pendant un mois, on voit après si on continue ou pas, mais ça, c'est intéressant. Vraiment pour jouer par rapport plus au niveau de l'humeur. D'accord. Et par exemple, je parlais des briques, du tryptophane et de la tyrosine. Donc ça, ce sont les petites briques. Alors par exemple, le tryptophane, il faut pas le prendre en tant que tel parce que le corps, si on le prend en complément alimentaire, il va pas forcément l'utiliser pour faire la fameuse hormone sérotonine en fait. Donc il faut prendre cette fameuse griffonia où là on a le bon précurseur pour ça. Ça c'est un peu des petites subtilités, mais voilà, en tout cas la griffonia c'est bien. Il y a aussi par exemple le millepertuis, mais le millepertuis c'est une plante qui est bien efficace par rapport à l'humeur et qui
qui a quand même une action comme un antidépresseur. Mais là, pareil, faut pas, ça se prend pas comme ça seul. Enfin, il y a des gens qui le prennent, même pour mieux dormir et tout. Mais ça, je conseille quand même d'être accompagné. Mais en tout cas, à savoir qu'il y a des plantes qui jouent vraiment sur l'humeur. Après, ce que j'adore aussi, c'est la gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est à base de bourgeons de plantes qui sont macérés dans l'alcool pendant 21 jours. Enfin, il y a tout un procédé. Et là, c'est souvent en gouttes. Ce qui est très bien, c'est le figuier. Tu vois, le figuier, ça vient vraiment jouer au niveau de l'estomac, donc plus au niveau du plexus solaire. Donc c'est vraiment le centre nerveux qu'il y a derrière l'estomac et donc qui est très relié, voilà, à notre cerveau. Donc là, c'est très bien pour vraiment tout ce qui est la gestion du stress. C'est super intéressant. Et aussi tout ce qui est problème de reflux gastro-œsophagien, enfin les problèmes de brûlure, tu vois, lorsqu'on a vraiment le nœud dans l'estomac et que ça passe pas, c'est super intéressant. Donc ça, ouais, c'est vraiment un produit avec lequel j'aime beaucoup travailler et les personnes elles sentent voilà. Et aussi par rapport aux émotions, un des compléments qui est super intéressant, ce sont les fleurs de Bach. Donc là, pour le coup, c'est adapter à la personne, parce que là, je peux pas dire oui, il faut prendre tel voilà. Mais là, pour le coup, au niveau émotion, enfin voilà, pour aider à libérer des choses et tout, enfin je trouve que c'est hyper intéressant. Franchement, c'est après c'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais si on veut rester, on va dire dans les grandes lignes, et vraiment oui, rester sur le lien émotion et tube digestif, déjà tout ça c'est pas mal. Oui, je pense que là il y a une bonne une bonne liste. De quoi faire, hein, j'ai envie de dire. Quand on fait tout seul, en fait, si les gens qui écoutent veulent prendre quelque chose sans conseil, il vaut mieux déjà commencer par le magnésium et la vitamine D. Magnésium, vitamine D, c'est le combo, ouais. Et pour le coup, c'est vrai que le fer, j'en ai pas parlé, mais c'est quand même intéressant. Mais là, faut vraiment avoir une prise de sang avant de prendre, parce que en fait, le fer, on le stocke. Alors, les femmes qui ont leurs règles, non, elles vont éliminer, mais quand même, c'est toujours à faire attention. Mais c'est vrai que le fer, surtout pour des femmes qui ont leurs règles, c'est si vous êtes vraiment fatigué, très fatigué, que vous vous sentez pareil un peu brouillard mental, ou vous n'arrivez pas à être bien finalement, souvent il y a une carence en fer quand même derrière. Ça, c'est vraiment le truc un peu, c'est une des causes premières chez la femme qui a ses règles, de fatigue et un peu, on dit de l'apathie, quoi. Enfin, vraiment, voilà, on n'est pas au top. Donc ça, faut aller voir son médecin pour faire une prise de sang. Après, on peut aller directement au labo, mais on paye ce qu'on fait à la prise de sang. Mais bon, bref, mais allez voir et faire ça. Donc c'est vrai que le fer, c'est intéressant, mais là, on est à une prise de sang. Mais de base, le magnésium et la vitamine D, c'est déjà bien. Plus les protéines, quand même. Parce que souvent, finalement, c'est pas suffisant au niveau alimentaire. Ouais. Donc ça, c'est bien d'avoir une complémentation. Et souvent, ça change quand même des choses. Hein. Ça aide beaucoup aussi. Eh ben, on est bien... Avec tout ça. Ok. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, alors là, c'est plus après, peut-être des ressources que je peux dire par rapport à l'intestin qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de livres qui parlent du nerf vague. Et c'est vrai que le nerf vague, c'est hyper important. Alors, c'est plus en lien avec le stress, mais finalement avec tout ce qui est émotion, parce que en fait les émotions, ça agit au niveau de nos hormones et tout. Enfin, je veux dire, pourquoi on a des réactions physiologiques, c'est parce que ça déclenche des hormones, mais ça agit aussi au niveau nerveux. Donc c'est hyper important. Donc il y a un livre qui est pas mal. Donc oui, il y a beaucoup de livres sur le nerf vague. Un qui est intéressant, c'est activer votre nerf vague. C'est un docteur qui l'a fait, c'est le docteur Habib. Il y a aussi 2 bouquins que j'aime bien sur l'intestin. Si vraiment vous avez envie d'aller plus loin, c'est Le charme discret de l'intestin de Julia Anders. Alors ça, il est très connu, ce livre. Et il y a aussi le livre Maigrir de plaisir en charmant ses intestins. Alors le titre, il est chaud. Je le trouve pas ouf, parce qu'en fait, ça parle vraiment, ça explique vraiment les bases sur le tube digestif. Enfin, le tube digestif, c'est pas que en fait comment maigrir, quoi. C'est vraiment comprendre et tout. Donc il est super ludique, super bien fait. Donc franchement, je le conseille aux personnes qui aimeraient aller plus loin et comprendre plus. Enfin voilà, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe dans notre ventre, et en fait voilà, pour après, parce que comme en fait on l'a dit dans cet épisode, ça a vraiment un impact sur notre vie finalement, ce qui se passe dans nos intestins. Donc, mais oui, on se rend pas compte en fait à quel point ça joue, à quel point ça impacte, c'est ça. Mais on voit que quand on va pas, on a quelques symptômes, enfin quelques ou pas, on a des symptômes, mais on se dit pas que ces symptômes peuvent être la cause du fait qu'on va pas bien. Enfin, en tout cas liés, pas forcément la cause, mais... Oui, c'est clair. Alors qu'en fait, c'est intéressant. C'est souvent très relié, ouais. De toute façon, le corps, on va dire, parce qu'on a beaucoup cette image que on a le cerveau d'un côté et le reste du corps. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, si on a un problème au cerveau, on va rester focus. C'est un peu aussi cette vision de la médecine moderne, où on découpe le corps
en organes, en systèmes, mais en fait, Mm. finalement, tout est hyper relié. Et lorsqu'on Ouais. comprend ça, on comprend que finalement, le symptôme ou les symptômes qu'on a à un endroit, bah, ça peut dire qu'à un autre endroit, il y a un autre truc qui se Ouais. passe, quoi. Bah Donc, c'est oui. ça que, ouais. On a du retard là-dessus. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et c'est vrai que là, c'est intéressant en naturopathie parce que finalement, on a cette vision. Alors, on parle d'une vision holistique, mais en fait, Mm. c'est juste ouais, cette vision complète du corps. J'ai envie de dire, on dit global, mais Mm. pour moi, c'est plutôt complète où en fait, on fait vraiment les liens entre tout ce qui se passe en nous, quoi. Mm. Ok. Et donc, si on veut prendre rendez-vous avec toi ou te contacter, comment on fait? Alors j'ai mon Instagram, Manger pour vivre, où là vous verrez, enfin j'ai aussi un site internet qui est le même nom, Manger pour vivre. Et donc vous pouvez venir même me parler en message privé. J'ai aussi, alors là en fait je vais bientôt ouvrir mon accompagnement bien dans mon ventre. Donc là il y a une liste d'attente que vous trouvez aussi sur mon compte Instagram, même prendre rendez-vous pour un appel découverte. Euh, voilà donc je suis disponible via Instagram. Ok, super. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Oui, je pense. Enfin, Je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. je t'en prie, c'est avec plaisir. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Puis je te souhaite et je souhaite à ceux qui nous écoutent une très bonne journée. De même. Bonne journée.